C'est assez nouveau, donc faut se rendre compte que pendant longtemps, l'informatique et l'éthique, c'était pas forcément des notions très reliées et peu d'informaticiens, même au niveau de la recherche, enfin, se préoccupaient des questions éthiques. Mais donc avec, l'augmentation de l'influence, des différents, applications, des différents, plateformes web, des différents produits sur les téléphones, bah, il y a des questions éthiques qui se soulèvent de plus en plus et du coup, il y a quelques entreprises et pour l'instant, c'est vraiment une minorité, une très faible minorité, je dirais même, qui, s'intéressent à cette question de l'éthique et qui ont mis en place des équipes d'éthique, dans l'entreprise. Heu et c'est pas juste au niveau des entreprises, aussi au niveau des universités et tout. Il y a des choses qui se mettent aussi en place. En gros, dans le monde des technologies d'information, il y a de plus en plus de considérations sur l'éthique. Par exemple, il y a une conférence aussi en machine learning qui a maintenant, il y a une conférence qui a été créée sur le thème, en tout cas sur des considérations liées à l'éthique comme, l'équité, la transparence, l'accountability, le fait d'être, enfin la responsabilité, globalement. Et donc, petit à petit, il y a de plus en plus d'efforts et en particulier au sein de certaines entreprises, il y a des équipes, un peu plus dédiées qui réfléchissent à ces questions d'éthique. C'est assez flou, je pense que c'est un peu, délicat de dire, l'éthique aujourd'hui c'est ça ou, l'équipe d'éthique aujourd'hui elle fait ça. Et d'ailleurs on peut le voir avec par exemple avec Timmy Gebru qui est une chercheuse, qui a été chercheuse à Google, qui dirigeait l'équipe d'éthique, qui co-dirigeait l'équipe d'éthique à Google et qui s'est fait, licencier. On peut voir, c'est intéressant de voir son parcours parce que bon, elle était un peu, une des leaders, dans le domaine. Heu, donc ça a commencé avec de la recherche académique, puis après elle s'est fait recruter, à un moment par Microsoft c'était un stage ou un job, mais voilà, elle travaillait un peu à Microsoft où elle s'est beaucoup intéressée sur, aux algorithmes d'apprentissage, des images. Et à voir les biais éthiques qu'il peut y avoir, enfin les biais, discriminatoires notamment qu'il peut y avoir par rapport à cela. Et puis petit à petit, ensuite elle a été embauchée par Google qui a voulu, lancer son équipe d'éthique. Donc ça, c'était vers, 2017-2018, donc c'est très récent dans tout ça. Et c'était pas très clair quel était, son champ, d'action. Bon, apparemment, il y a eu beaucoup de conflits en interne. Bien sûr, l'équipe d'éthique voulait grossir, mais il y a d'autres personnes, enfin d'autres entités qui voulaient pas forcément donner, investir dans l'éthique, donc donner, plus d'investissement pour recruter davantage de chercheurs en éthique. Et du coup, le champ d'action était assez flou et c'est aussi ça qui a conduit aux tensions, et au licenciement de Timmy Gebru, fin 2020, puisque Timmy Gebru, avec d'autres chercheuses, et chercheurs de Google voulaient, notamment questionner l'éthique des algorithmes de traitement du langage, qui étaient en cours de développement, chez Google. Avec notamment tout ce qui est biais, raciste derrière, également, vulnérabilité, promotion, de discours de haine potentiellement et ainsi de suite. Problème de confidentialité aussi des données, ainsi de suite. Et la critique est pas très bien passée. Voilà, il y a eu, des gens qui ont refusé la publication d'un article, académique qui critiquait, les algorithmes de traitement du langage. Et c'est ça qui a conduit et en plus, ça manquait beaucoup de transparence, donc c'était pas très clair qui refusait au sein de Google la publication de cet article et bah, tout ça a fait que, bah, ça fait des tensions et puis finalement elle a été licenciée et puis l'équipe d'éthique, globalement de Google a été licenciée et Google a essayé de remplacer ça par une autre structure, qui s'appelle aujourd'hui Responsible AI. Ouais, tout ça pour dire que c'est très flou, il y a pas enfin, la voie est encore à tracer. Ah oui, alors, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Alors pour comprendre à quel point c'est inquiétant, je pense que c'est important de se rendre compte de l'importance de l'éthique des algorithmes aujourd'hui. Donc c'est facile de penser que c'est pas inquiétant si on se rend pas compte de l'ampleur des dangers éthiques, parce que tu en as très bien parlé, dans tes vidéos. Heu et si on se rend compte de cette influence qui est aujourd'hui, enfin, en termes de santé publique, en termes de politique publique, en termes de changement climatique, ouais, il y a beaucoup de thèmes qui aujourd'hui sont très influencés par, ce que les gens consomment au quotidien, qui est lui-même extrêmement influencé par ces algorithmes de recommandation. Donc si on ignore, ça, on peut se dire: «Bah, pourquoi parler d'éthique?» Mais si on réfléchit un peu à ça, à cette influence énorme, de
2 milliards d'utilisateurs, 1 milliard d'heures de vues par jour, sur YouTube. Bah, il y a des questions éthiques qui se posent, ouais. Le futur de l'humanité est en train de se jouer, quoi, d'une certaine manière, dans les discussions que l'on a, les tensions que ça peut créer. Et si on réfléchit à ça, on peut se dire que, avoir, même 15 personnes, c'était à peu près, l'ordre de grandeur de la taille de l'équipe d'éthique, chez Google, avant les licenciements. C'est clairement insuffisant pour adresser l'ampleur de ces problèmes. Et bon, en plus maintenant que enfin, en plus avec le licenciement, bon, si on passe de 15 à 2, forcément c'est encore plus inquiétant, ouais. On est tous en retard en fait sur le monde académique, le monde législatif, le monde politique, le monde, industriel. On est tous en retard sur ces questions, d'éthique. La réflexion sur l'éthique des algorithmes, il aurait fallu l'avoir, il y a 15 ans, quoi. Au moment où on commençait à voir ces algorithmes, YouTube a été créé il y a 15 ans à peu près, Facebook pareil, donc c'est et à ce moment-là, on se rendait pas compte de l'influence que ça pourrait avoir. Et donc on est vraiment sur la en réaction, on se rend compte, voilà, on se rend compte qu'il y a eu Cambridge Analytica en 2016, on se rend compte, il y a beaucoup de désinformation pendant le Covid-19. On se rend compte que maintenant la publicité est extrêmement ciblée, qu'on peut empêcher, des gens d'aller voter juste en communiquant certaines publicités au bon moment. Enfin, on se rend compte de l'influence, énorme de ces algorithmes et du coup on réagit, mais enfin c'est très dangereux d'être dans la réaction. Surtout avec 15 ans de retard, parce que ça veut dire que pendant 15 ans, il y a plein de choses qui sont développées et c'est encore plus difficile de ça c'est comme un bateau quand il est déjà parti, bah, c'est plus difficile de rediriger vers la bonne voie, donc ouais, donc c'est très délicat malheureusement. Alors l'absence d'éthique a eu clairement beaucoup de réflexion éthique a eu clairement eu beaucoup de conséquences puisque en l'absence d'éthique, dans un monde capitaliste, bah, c'est, finalement les entreprises vont maximiser les profits. S'il y a pas de réflexion sur, les risques et bah, c'est bah, il y a sans doute beaucoup de gens dans les équipes de marketing ou les équipes légales qui vont chercher à optimiser le produit pour qu'en restant légal, ils fassent un maximum, enfin surtout sur le web, ça va être, une bataille de l'attention donc les gens vont surtout chercher à avoir l'attention d'un maximum d'utilisateurs et donc ça a conduit à bon, à des monopoles comme on sait et puis à surtout, un système qui va chercher constamment à créer de l'addiction, à faire en sorte que les gens restent sur la plateforme pour ensuite vendre des publicités, sans se poser, forcément des questions sur les impacts potentiellement très néfastes de certaines publicités, sur santé mentale, consommation, changement climatique et tout ça. Donc en l'absence de réflexion éthique, enfin, on observe quelque chose qui je pense était très prévisible. C'est-à-dire que voilà, les publicités, les entreprises qui ont plus d'argent, les partis politiques qui ont plus d'argent, bah, vont dominer, l'attention et vont propager plus facilement, leurs idées, quand bien même leurs idées peuvent être dangereuses. Alors ceci dit, il commence à avoir des réactions à ça, enfin depuis 2016 en gros, il y a des réactions à ça. Donc, typiquement, il va y avoir de plus en plus au niveau académique, par exemple, de surveillance, autant que possible de ces réseaux sociaux. Il y a de plus en plus d'articles qui essaient d'étudier qu'est-ce qui est davantage, recommandé par l'algorithme de YouTube, est-ce qu'il y a des phénomènes de radicalisation? Est-ce qu'il y a des problèmes de confidentialité des données? Voilà, c'est des choses qui sont nées au niveau académique et après au niveau, industriel, il y a aussi quand même des réactions, je pense qu'on peut le reconnaître. Par exemple, YouTube en 2019 a annoncé qu'ils allaient arrêter de recommander des vidéos, conspirationnistes, des théories du complot. Si vous cherchez par exemple, est-ce que le changement climatique est un canular sur Google, vous allez avoir des résultats qui sont différents de sur Quant et c'est parce que Google a modifié son algorithme de recommandation pour ne pas recommander des vidéos, qui nient le changement climatique. Donc il y a des réactions, pareil sur YouTube pendant le Covid, il y a eu des messages qui renvoyaient à l'OMS ou à Wikipédia. Donc il y a eu des réactions, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, ces réactions sont encore très, très, très insuffisantes, vu l'influence de ces algorithmes. Donc il y a un documentaire qui s'appelle, Coded Bias, qui raconte pas mal, qui raconte même très bien, l'influence de la recherche académique sur, la reconnaissance d'images, en particulier les biais dans la reconnaissance d'images, qui a eu des répercussions, au niveau légal et en particulier, de moratorium, en tout cas, Amazon, le produit, qu'ils avaient commercialisé, qui faisait la reconnaissance d'images, a été, interdit
et donc il y a eu des conséquences à partir de réflexions éthiques, de travaux d'ailleurs que Timmy Gobro était co-autrice et au moment où elle était chercheuse chez Microsoft. Donc les services d'éthique, ont un impact, heu, donc c'est de l'ethics washing, hein. Enfin il y a de l'ethics washing, mais il y a aussi des impacts, positifs. Donc bah, s'il y avait plus d'investissement dans des équipes plus grandes, bah, on s'attendra à ce qu'il y ait aussi quand même plus d'impact également. Je serais en faveur qu'il y ait beaucoup plus d'investissement dans l'éthique en tout cas. Ouais, donc je suis, membre du conseil d'éthique, d'Orange qui s'est formé en 2021, et donc la mission, que qu'on a, donc c'est un conseil qui contient, une douzaine de personnes, beaucoup de gens du monde académique, notamment, et bon, bah, des philosophes, des gens un peu plus techniques, différents profils. Et donc bon, déjà je félicite Orange pour cette initiative parce que bon, c'était pas obligatoire en tout cas. Donc c'est un bon mouvement de la part d'Orange. C'est aussi en avance d'une certaine manière parce que c'est une des premières entreprises en télécommunications à avoir un conseil d'éthique. Après la mission du conseil d'éthique est pas non plus, enfin je travaille pas du tout à temps, je fais une mission, très, très ponctuelle avec Orange. Mais ça va dans le bon sens. Je ne pense pas que ça soit vraiment suffisant mais en même temps, je ne pense pas que Orange soit aujourd'hui, enfin, donc c'est pas tout à fait Google encore, en tout cas Orange en termes d'influence, mais il y a déjà des questions éthiques qui se posent, chez Orange et je pense que le cet investissement est intéressant, notamment d'avoir quelque chose qui est un peu externe parce que c'est plus difficile de critiquer une entreprise quand on est en interne, parce que tu on est payé par l'entreprise, il y a différentes influences. Il y a aussi des problèmes de confidentialité, donc des non-disclosure agreements qui sont souvent, signés, donc ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc le fait d'avoir une certaine, ouverture comme ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Mais bon, faut pas non plus se leurrer, on va pas résoudre tous les problèmes éthiques d'Orange, ne serait-ce parce qu'on n'est pas non plus extrêmement impliqué, notamment en termes de temps, de travail. Pour pouvoir, soulever et résoudre tous les problèmes d'éthique. Alors, je pense que pour l'instant, il y a tellement peu d'exemples qu'il faut que c'est vraiment au cas par cas, et ça évolue tellement parce que l'équipe d'éthique de Google n'existe plus. Ils avaient essayé de faire un conseil d'éthique, mais aussi ça avait enfin, ça avait mal tourné, à Google. Donc c'est vraiment aujourd'hui, il y a pas de normes parce que c'est tellement rare. Donc chez Orange, c'est vraiment un conseil, d'éthique, consultatif. Avec, des missions ponctuelles et un peu précises. Donc voilà, c'était la première réunion, c'était, réfléchir à la charte d'éthique, d'Orange. On va avoir une deuxième réunion, dans quelques mois qui va parler beaucoup plus de cas, d'études de cas, concrets. Donc je pense que c'est intéressant, ça permet d'avoir des échanges, ça permet d'établir, certaines normes, éthiques. Heu, chez Google, c'est l'équipe d'éthique d'Orange, l'équipe d'éthique de Google était différente. C'était vraiment une équipe de chercheurs à temps plein. Et c'était une équipe, une quinzaine de personnes qui vraiment prenaient des problèmes assez concrets, qui étaient aussi, très proches sur des questions de machine learning et potentiellement assez proches, de déploiement et je pense que les enjeux éthiques, chez Google sont vraiment, vraiment énormes donc ils avaient beaucoup de choses à faire, on va dire et ils en tout cas, donc voilà. Ça pour dire que c'est pas forcément, généralisable, et comparable. Ouais, donc RGPD, bah, c'est clairement un pas très, très intéressant, et ça a eu des répercussions mondiales, hein. C'est pas juste, à l'échelle européenne puisque, ouais, Google ont pris des mesures, ça influence les autres pays. Donc je pense que, parfois on a une tendance à réfléchir en termes de guerre entre pays, et de course à la compétitivité. Bah, des réglementations éthiques légales dans un pays ont des répercussions à l'échelle mondiale et sachant l'influence mondiale de ces algorithmes, je pense que c'est vraiment, important, ouais, de réfléchir à ces considérations légales. Donc il y a un autre projet de loi aussi, sur la réglementation des intelligences artificielles, en particulier, à l'échelle européenne, qui a été proposé. Pareil, je pense que c'est des choses très intéressantes qui vont avoir des répercussions, qui vont au moins forcer les gens à se poser, des questions, à investir potentiellement dans des profils qui sont un peu plus proches de ces questions de sécurité ou d'éthique.
et peut-être avoir des systèmes d'audit, un peu plus standards, hein, standardisés, un peu plus, réguliers. Et tout ça, je pense que c'est très souhaitable. Faut vraiment surveiller un peu ces algorithmes parce que, même la personne qui la développe ne comprend pas tout, ne peut pas envisager tous les cas. Donc c'est important d'avoir, ce genre de choses. Après, sur les contenus, plus précisément des lois, c'est toujours un peu compliqué. Et c'est particulièrement compliqué, je pense, dans le cas, algorithmique parce que c'est des systèmes vraiment, complexes et c'est difficile d'écrire une loi qui va s'appliquer, qui va bien bien, s'adapter à toutes sortes de cas d'application, sur toutes sortes d'algorithmes. Donc c'est vraiment un défi, je pense que d'un point de vue législateur, on veut être à la fois précis, suffisamment précis pour que ça implique des choses et que ça soit pas juste, adaptable au cas par un juge, qui peut être, ouais. Mais en même temps, on veut pas être trop précis parce qu'on c'est une technologie qu'on comprend pas très bien, y compris les experts du domaine. Donc c'est vraiment délicat. Et pour le parler du cas un peu plus précis de RGPD, ouais, bah, il y a globalement, il y a pas mal de choses qui vont vraiment dans le bon sens. Mais il y a aussi eu des critiques de RGPD, parce que, ça met beaucoup en avant par exemple, ça met énormément en avant la protection des données personnelles et on peut se demander, si, et bon, tu vois, ça a été utilisé parfois par des entreprises, du web comme excuse pour ne pas partager, des données ou des propriétés de leurs algorithmes. Parce que maintenant les algorithmes apprennent des données personnelles et du coup ces algorithmes aussi sont, ouais, c'est difficile de les partager, s'ils les partagent, ils révèlent des données personnelles. Donc tout le système est du coup protégé. Mais du coup, c'est plus difficile, un système qui est du coup plus difficile à auditer, notamment pour des chercheurs. Donc j'ai des collègues qui veulent comprendre, par exemple, le danger des recommandations de YouTube et c'est plus difficile, d'après ce qu'ils me disent, qu'avant. Notamment, il y a un livre de Simona Naral, un professeur du MIT, qui se plaint d'une certaine manière du fait que les réseaux sociaux sont plus difficiles à auditer qu'avant à cause de RGPD. En gros, les entreprises utilisent ça comme prétexte pour ne pas partager leurs données et ça, si on est plus préoccupé, par exemple, par la désinformation que par la protection des données, personnelles, enfin, c'est toujours un peu compliqué parce que, il y a des données plus ou moins personnelles, j'ai envie de dire. Mais, voilà, si on est vraiment très préoccupé par la désinformation, bah, on peut être freiné par le RGPD dans la lutte contre la désinformation. Donc voilà, c'est des cas, c'est compliqué d'écrire une loi tout simplement. Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte, beaucoup d'expertise. Mais globalement, je pense que c'est une bonne chose que ça se développe et que j'espère que ça se corrigera, qu'on tiendra bien, qu'on comprendra aussi davantage qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important et on arrivera enfin, moi, je pense que c'est vraiment urgent aussi d'auditer ces algorithmes et de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils recommandent, de vérifier si YouTube prend un engagement, par exemple, à recommander davantage de vidéos, qui parlent bien du changement climatique, par exemple, on veut pouvoir le vérifier et pour ça, il faut les auditer. C'est exactement le même genre de problème que la pollution où, si on veut, heu, combattre le changement climatique, c'est très important de comprendre qu'est-ce qui pollue et à quel point ça pollue et pour ça, il faut faire toute une analyse de cycle de vie de chacun des produits qui est extrêmement compliqué à faire, mais du coup, il faut absolument investir dans des entreprises d'audit ou dans des enfin, ouais, pour surveiller, enfin l'impact, carbone de différents produits et de la même façon, au niveau des algorithmes, il faut aussi ce genre d'instituts ou plusieurs instituts potentiellement, pour pouvoir, mieux comprendre à quel point il y a tellement de problématiques différentes aussi, radicalisation, on peut parler de santé mentale, on peut parler de santé publique, changement climatique, voilà et il faut surveiller un peu tout ça, confidentialité des données, donc ça demande vraiment beaucoup d'investissement et de travail. Ouais, alors c'est une très bonne question. Alors moi, des trucs très importants, alors moi je suis très, donc moi je suis très sur le système de recommandation en particulier, c'est vraiment le truc enfin le sujet qui m'intéresse, où je pense que les enjeux éthiques sont les plus gros et qu'il faut vraiment faire gaffe à ça et je ressens, très bien l'impact des algorithmes de recommandation, sur moi. Il suffit de se prendre une shitstorm sur Twitter pour se rendre compte de ouais, ce que Twitter me montre a des influences sur ma psyché. Et donc je fais très gaffe à demander à ces algorithmes de me recommander constamment de la qualité
Donc à chaque fois que vous voyez une recommandation sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, vous pouvez dire, ce contenu, ne m'intéresse pas et ça va amener l'algorithme à moins vous recommander ce genre de contenu. Donc c'est pour ça que moi maintenant alors moi j'ai des petits trucs comme ça, moi je fais très gaffe en gros à ce que les algorithmes me recommandent et je dis aux algorithmes en gros ce que je veux qu'ils me recommandent et ce que je veux pas qu'ils me recommandent. C'est ce qui fait que par exemple alors moi j'adore le foot, je regarde beaucoup de vidéos de foot, mais j'aime pas qu'on me recommande des vidéos de foot parce que c'est toujours un danger que je reste longtemps à regarder des vidéos, si on me les recommande. Du coup, je dis constamment à YouTube, dès qu'il me recommande une vidéo de foot, je lui dis: «Non, ce contenu ne m'intéresse pas». Ce qui fait qu'aujourd'hui quand je vais sur YouTube, YouTube ne me recommande jamais de vidéos de foot. Il me recommande même que des vidéos de maths et ou des trucs un peu intellectuels et c'est très bien comme ça parce que comme ça, quand je suis fatigué, que je vais sur YouTube, je me dis: «Ah non, j'ai pas envie d'aller sur YouTube, il y a que des trucs compliqués» et du coup, je perds pas de temps sur YouTube. Hem, Ce qui est pas forcément très bien pour YouTube, parce que c'est vrai qu'ils veulent que je fasse du temps, sur YouTube, mais voilà, c'est ce que je fais et je fais ça sur tous les réseaux sociaux, ouais, sur tous les contenus haineux, ouais, sur Twitter en particulier. Ouais, mon Twitter est gentil, c'est pas un hasard, c'est parce que tous les trucs qui étaient méchants sur Twitter, je lui ai dit à Twitter: «Non, me montre pas ça, c'est méchant» et ouais, je pense que c'est un des trucs. Après sur la confidentialité aussi, je fais aussi, pas mal gaffe à ça, enfin assez gaffe à ça, on va dire, heu et donc il y a une des réflexions, que j'ai eues qui me terrifie un peu, c'est que les algorithmes d'apprentissage du texte aujourd'hui apprennent, ils ont besoin d'énormément de textes d'entraînement pour pouvoir avoir des bonnes performances et ce qui est un peu terrifiant, c'est que, ça marche, quoi. Plus ils ont de textes et plus ils ont des performances vraiment, vraiment impressionnantes et le truc, c'est que Google n'a jamais annoncé ou Microsoft et compagnie n'ont jamais annoncé que, ils n'utilisaient pas les données lorsqu'on tape sur le téléphone, par exemple, ils n'ont jamais annoncé, à ma connaissance, qu'ils n'utilisaient pas ce qu'on tapait sur le clavier pour entraîner leurs algorithmes. Or, on sait aussi que ces algorithmes d'apprentissage du texte, ils mémorisent toutes leurs données d'entraînement. Du coup, j'en suis arrivé à penser aujourd'hui qu'il est très probable que ces entreprises, ont des algorithmes qui apprennent du texte que j'écris quand je tape sur le clavier sur mon téléphone, notamment avec l'algorithme d'autocomplétion et tout ça. Et ça, bah, ça, je trouve ça absolument terrifiant parce que bon, les messages sur le téléphone, c'est souvent les trucs, très privés, on va dire. Et et on peut imaginer que dans un futur, proche, si ces algorithmes sont déployés, Google a sorti un nouvel algorithme, il y a quelques mois qui a toujours plus de paramètres là et tout ça. Si cet algorithme est déployé sur un téléphone pour faire de l'autocomplétion de messages, on peut imaginer quelqu'un qui veut m'espionner moi, taper tout simplement sur son téléphone, «Lé a dit que» et regarder qu'est-ce qu'est l'autocomplétion et si ça se trouve, cet algorithme, il va autocompléter à partir de ce que j'ai tapé moi sur mon téléphone. Donc voilà, donc c'est les claviers sur les téléphones, j'aurais tendance à dire: «Faites gaffe». En tout cas, moi, j'évite, enfin, j'ai plus d'autocomplétion sur mon téléphone et tant que possible, quand j'envoie des messages, c'est sur mon ordinateur. C'est quelque chose que j'en ai parlé de plus en plus autour de moi, mais je trouve absolument terrifiant, ouais, c'est alors, beaucoup d'incertitudes, ça c'est très difficile de prédire, comment les choses vont évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris. L'affaire à Google avec Tim Cook m'a beaucoup surpris parce que je connaissais un peu, enfin j'avais une vague idée de ce qui se passait à Google et ouais, je me rendais pas compte que ça pouvait tourner aussi mal, aussi vite. Heu bon, du coup, il y a la question est-ce que, Google va se relever, enfin relever son équipe d'éthique et tout ça? Ouais, j'ai l'impression que ça s'améliore parce que bon, il y a pas mal de chercheurs qui ont quitté Google et que Google, du coup, doit réagir. Hem, D'un autre côté, il y a aussi pas mal de réglementations en plus. Je pense qu'il y a plus de chercheurs qui s'intéressent à ces questions. Donc ça c'est un peu le côté, positif. Heu, mais bon, globalement, ça va être très, très compliqué. Là où je suis assez pessimiste, c'est que rendre ces algorithmes bénéfiques, bon, c'est un immense chantier, c'est très difficile d'un point de vue légal, c'est très difficile d'un point de vue commercial, économique, heu et managérial et tout ça. Mais c'est aussi très difficile d'un point de vue technique et ça, c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que bon, je suis chercheur en informatique, et
plus je m'intéresse à ces questions, plus je me rends compte que enfin, c'est vraiment une question très, très difficile. Mais on a quand même des pistes, petit à petit. Donc, je travaille notamment sur un projet qui s'appelle Tournesol, qui est une plateforme web, qui cherche à collecter des jugements de contributeurs sur ce qui est, heu, préférable à recommander sur YouTube et pour quelles raisons, par exemple, parce que c'est plus fiable et ainsi de suite. Et ouais, j'ai pas mal d'espoir que grâce à Tournesol, si on arrive à collecter beaucoup de jugements de beaucoup de contributeurs, on arrive à ensuite avoir une énorme base de données de jugements humains et ensuite à avoir des algorithmes qui apprennent de ces jugements et qui, du coup, apprennent ce que la plupart des humains, en tout cas des contributeurs de Tournesol, jugent éthique. Et donc je pense que c'est vraiment une étape indispensable pour plus d'éthique, et j'ai espoir en tout cas que dans les quelques années à venir, on arrive à collecter suffisamment de données, on rendra la base de données publique sera publique et ça motivera pas mal de recherches et ça pourra changer un peu la manière dont on parle de l'éthique des algorithmes qui jusque-là est peut-être un peu trop divisée entre des considérations, heu, philosophiques très, très larges et très difficiles à implémenter. Voilà, c'est quand on veut par exemple, plus d'équité, mais qu'est-ce que signifie équité? Comment est-ce qu'on implémente ça dans un algorithme? C'est compliqué. Et puis des questions très, très techniques, mais qui répondent pas vraiment à la question. Donc ouais, donc il y a un peu ce fossé aujourd'hui. J'ai espoir que la recherche va beaucoup progresser dans les années à venir. Bon après, est-ce que ça suffira? Je veux dire, on verra. Ça dépend aussi beaucoup de l'investissement qu'il y aura dans ce domaine, du nombre de chercheurs qui s'intéresseront, de développeurs qui seront intéressés par ces questions et qui chercheront à développer des solutions possibles open source, transparentes, vérifiables, ainsi de suite, pour résoudre ces problèmes. Donc, en tout cas, le statu quo est terrifiant pour moi. Je suis très 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 pessimiste si on en reste là. Mais j'ai espoir que beaucoup plus de gens s'intéressent à ces questions et qu'on arrive à faire en tout cas pas mal de progrès.